Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous pour cette journée de la Fédération Norlink, une journée que nous tenons exceptionnellement en visioconférence pour les raisons que vous connaissez. À mes côtés, Philippe Ourdin, président de la Fédération Norlink. Bonjour. Bonjour. Xavier Valère, délégué général de l'Axonor. Et Bonjour. Nous avons Franck Dersin, vice-président de la région Hauts-de-France, qui est avec nous en visio. Quelques questions d'abord à vous, Philippe Ourdin. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée de la Fédération Norlink, une journée donc en visioconférence exceptionnellement, et qui tombe dans une année, qui termine une année particulière, on peut dire? Cette journée est le symbole un peu de cette année très particulière. Elle est en visioconférence. Les autres années, nous faisions une soirée, un afterwork Norlink, la dernière fois sous l'égide de Bruno Fontaine, qui se passait toujours très bien avec beaucoup de monde et qui montrait justement le dynamisme de Norlink. Et aujourd'hui, il faut travailler autrement. Nous nous sommes adaptés et on attend beaucoup de cette journée parce que on a vécu une année très forte, mais les ports se sont adaptés. Norlink a montré son utilité parce qu'il s'est encore renforcé. La fédération existe d'autant plus et on attend beaucoup parce qu'on attend les questions. On a toujours fonctionné en interactivité et on attend les questions évidemment de tous les membres de Norlink d'une part et puis tous les gens qui s'intéressent à la logistique d'autre part. Et c'est une année particulière aussi, vous le savez, avec l'imminence du Brexit. Et l'imminence du Brexit, tout à fait. Tous les deux, et vous y reviendrez au cours de la table ronde qui se tiendra à 13h tout à l'heure. Alors la crise, vous l'avez dit, n'a pas freiné pour autant les ambitions de Norlink? Non, d'abord on a dû se montrer efficace. Vous le disiez très justement, l'arrivée du Brexit, c'est dans 3 semaines. Le Brexit, c'est dans 3 semaines. Est-ce que les entreprises sont prêtes? C'est une vraie question. Est-ce que se sont toutes appropriées cette problématique? C'est une vraie question. En tout cas, on a essayé d'être très efficace avec l'État, avec les ports. Nous avons essayé d'être très efficace pour apporter les meilleures solutions. La transition numérique a été foudroyante dans nos domaines. Et donc Norlink a renforcé le service qu'il peut rendre aux entreprises et aux territoires. Et c'est dans cette optique-là que nous travaillons en permanence. Norlink, qui a permis, cette crise a permis d'affirmer le rôle de Norlink comme un acteur central du monde portuaire et logistique dans notre région. Nous y reviendrons dans un instant avec Franck Dersin. Vous souhaitiez aussi faire part de quelques remerciements, parce qu'il y a des départs aussi. Oui, alors nous terminons l'année quand même relativement difficilement, puisque Stéphane Raison nous quitte. Alors c'est une promotion et c'est bien normal puisque c'est quelqu'un de très brillant, mais je ne peux m'empêcher d'avoir une nostalgie parce que c'est quand même, nous étions à l'origine les 2 fondateurs de Norlink avec l'ensemble de nos amis, mais quoi qu'il en soit, j'ai une certaine nostalgie et puis les discussions avec lui étaient passionnantes. Pascal Saint-Son, le président de Norlink Ferroviaire, nous quitte aussi pour prendre une retraite bien méritée. Et à mon avis, ça ne se sait pas encore, mais Xavier Valère, notre vieux complice de l'État, enfin vieux par l'ancienneté, cher monsieur Valère, notre vieux complice de l'État nous quitte pour une promotion importante à l'administration centrale. Il aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais ces départs nous obligent aussi à nous remettre en question. Et c'est là qu'on va pouvoir tester l'efficacité de Norlink et la pérennité de Norlink et le service que rend Norlink à la population. On reviendra sur votre avenir, Xavier Valère, dans un instant. D'abord, Franck Dersin qui est avec nous. Et merci. Est-ce que vous m'entendez, Franck? Oui, très bien. Super. Alors, vous êtes vice-président au transport de la région Hauts-de-France. Cette fédération Norlink, on peut dire que c'est une première sur le fond et sur la forme. On a un temps d'avance sur les autres territoires et c'est pour vous une chance pour les Hauts-de-France? Écoutez, je ne sais pas si on a un temps d'avance, mais en tout cas, on a sur notre territoire des hommes et des femmes de grandes compétences. Et d'ailleurs, le président Philippe Ourdin le disait tout à l'heure. Aropa nous a piqué un de nos hommes en la personne de Stéphane Raison, mais c'est parce que aussi, vous le voyez, le port de Dunkerque a eu des résultats dans un contexte Covid qui sont quand même remarquables. Certes, il y a une perte de tonnage parce que ArcelorMittal a beaucoup moins fabriqué d'acier, donc il y a eu beaucoup moins de consommation de minerais, mais Dunkerque va être le seul port en France à augmenter son nombre de conteneurs. Et d'ailleurs,
si vous étiez à Dunkerque hier, vous auriez pu vous balader sur les Champs-Élysées, puisque, je dirais, le navire amiral de la CMA-CGM, qui est d'ailleurs le premier navire entièrement GNL, à propulsion GNL, à faire escale en France, est venu à Dunkerque. Et je pense que Stéphane Raison, qui part à Aropa, va nous permettre, je pense, de pacifier aussi les relations entre Aropa, Norlink, les ports de Dunkerque et du Havre et nos deux grandes régions, parce que Stéphane n'a pas oublié, il n'oubliera jamais ce qu'il a vécu chez nous, et il comprend Dunkerque, il comprend nos problématiques, et donc il saura, je pense, dans le cadre aussi du lancement du canal Seine-Nord, ça y est, en 2021, on rentre dans le dur, dans le canal Seine-Nord, on discute, moi toutes les semaines en ce moment je discute sur les plateformes multimodales, c'est aussi, je dirais, la plateforme multimodale de Dourges qui explose en ce moment et qui fonctionne de façon constante avec des installations d'entreprise, ce train qui vient de la route de la soie d'Allemagne jusque chez nous aussi. Vous le disiez, M. Valère qui nous quitte, mais il va être là, je dirais, à Paris, là où un certain nombre de choses importantes se décident. Et je ne doute pas, même si M. Valère est un haut fonctionnaire de l'État, il saura aussi continuer à défendre, je dirais, de manière constante les intérêts de la région des Hauts-de-France. Donc voilà, alors Calais, c'est pas toujours simple, mais ça résiste. Dunkerque, je l'ai dit, il y a d'excellents résultats. Il y a aussi en matière de fret ce très bonne nouvelle d'un bateau DFDS qui va venir, qui va faire tous les jours une liaison avec l'Irlande, et puis la région qui, évidemment, en matière ferroviaire, en matière portuaire, en matière de fret et en matière fluviale, a beaucoup de projets avec vous. On en discute, on continuera à en discuter, et on rentre, je dirais, dans des années charnières, et la région des Hauts-de-France, avec Xavier Bertrand, est avec Norlink pour développer donc je dirais, tout ce trafic qui est susceptible de créer des plus-values et de l'emploi de manière importante dans notre région. Franck Dersen, le fait d'accélérer cette fédération Norlink, ça permet aujourd'hui aux acteurs publics et privés de travailler en synergie. C'est en ça que c'est une première aussi sur le fond et la forme. Pour vous, c'est un gage d'efficacité d'oublier finalement les concurrences entre les acteurs du ferroviaire, du fluvial, et de travailler tous ensemble pour un secteur qui, vous l'avez dit, c'est un secteur d'avenir pour la région. Mais oui, si vous voulez, là-dedans, tout s'entremêle. Oui, il y a des intérêts divergents forcément, il y a des entreprises qui ont des objectifs différents, mais tout le monde a compris avec Norlink que l'important aujourd'hui, c'était de se regrouper, de se parler, de travailler ensemble, et pour avoir les meilleures conditions possibles dans une région qui est un axe essentiel je dirais, la diffusion des marchandises, avec quand même Dunkerque, Calais, Boulogne, le tunnel, c'est 100 millions de tonnes. Je veux dire, Aropa, c'est aussi 100 millions de tonnes, mais sur Paris, Le Havre, Rouen, c'est-à-dire sur 300 km. Nous, c'est ça, sur moins de 40 km. Donc, on a des atouts considérables, et ça, tous les acteurs de la région le savent. Et donc, oui, travailler ensemble, se parler de manière constante, c'est un atout et c'est une force qu'ont d'ailleurs très bien compris les uns et les autres dans le reste de la France, et y compris nos amis belges qui nous regardent, qui parfois aussi s'inquiètent parce qu'on leur taille aussi de temps en temps des croupières. C'est nouveau, mais ça veut dire qu'on est mobilisé et qu'on est efficace. Une dernière question, Franck Dersen, plus d'actualité. On le disait à l'instant, c'est une année particulière qui se termine en plus avec une échéance toute particulière, le Brexit. Le Conseil régional et l'autorité portuaire de Calais, 4e port français. Vous êtes donc en première loge et Calais est sous les projecteurs, forcément. Comment vous sentez-vous arriver à cette échéance ? On déborde un petit peu sur la table ronde de tout à l'heure, mais j'en profite puisque vous êtes avec nous. Je dirais, le président Bourdin l'a dit tout à l'heure. Enfin, moi, ça fait plus de 3 ans qu'on a des réunions avec tous les acteurs, avec l'État,
Je sais que la douane a été, je dirais, formidable dans sa manière de se préparer à cela pour faciliter l'économie. C'est-à-dire qu'on a une administration maintenant d'État qui pouvait être perçue auparavant comme étant empêcheuse, si vous voulez, d'avancer, trop tatillonne. C'est plus ça aujourd'hui. On a vraiment des hauts fonctionnaires, des fonctionnaires de douane qui sont là, qui comprennent les enjeux et qui se sont préparés à ce Brexit. Alors certes, avec nos amis anglais qui ne nous facilitent pas la tâche. Alors est-ce que les entreprises sont prêtes ? Moi, j'en suis persuadé que la plupart des entreprises sont prêtes parce que depuis plus de 3 ans, on a fait X réunions, la région s'est mobilisée, Norlink s'est mobilisé, tout le monde, je dirais, a pu expliquer les enjeux de ce Brexit, même si on n'en avait pas toujours et on n'en a pas encore aujourd'hui la conclusion, mais on sait comment s'organiser. Donc moi, je ne suis pas très inquiet. Je sais que les habitants et les entreprises de cette région se sont préparés très professionnellement, je dirais, à ce qui va arriver à partir du 1er janvier. Grand merci Franck Dersin d'avoir été avec nous ce matin pour cette journée de la Fédération Norlink. Et passez une bonne journée de travail tous et toutes. Merci. Et vous parlez du Brexit. Rendez-vous tout à l'heure pour une table ronde spéciale Brexit à 13h. Et puis j'en profite avec le président Jourdain pour vous donner rendez-vous aussi le 21 décembre pour une assemblée générale spéciale de la CCI Hauts-de-France à laquelle vous serez invités tous et toutes. Et nous reviendrons sur le Brexit, bien sûr, à J-10 de l'échéance. Ce sera donc le 21 décembre de 15h à 17h. On poursuit donc avec vous, Xavier Valère, ce petit temps d'introduction. On l'a dit, on vous a déjà salué. Vous êtes un haut fonctionnaire très engagé et toujours très favorable au travail ensemble. Vous avez mis en place, sous la présidence du préfet de région Michel Lalande, le Conseil de coopération interportuaire et logistique. Il y a près de 2 ans, la dernière réunion, c'était à CCI Hauts-de-France il y a 2 semaines, je crois, le 17. Aujourd'hui, vous travaillez en synergie, on peut dire, avec Norlink. Les choses, c'est fluide. Ah oui, tout à fait. On l'a même fabriqué ensemble, le Conseil de coopération, à l'occasion d'un rapport remis par Michel Lalande au Premier ministre. Donc le Conseil de coopération, c'est le volet institutionnel de coopération entre les ports, les gestionnaires d'infrastructures, l'État, la région, bien sûr, les grandes collectivités portuaires et Norlink. Et Norlink, d'ailleurs, on assure la moitié du plan d'action. C'est vous dire la qualité du partenariat entre le public et le privé sur ces sujets-là. On s'est doté d'un plan d'action parce que dire qu'on a envie de travailler ensemble, c'est bien, mais lister des actions qu'on peut faire ensemble, c'est encore mieux. Donc 32 actions, 70% de ces actions sont engagées et 30% sont d'ores et déjà réalisées. Donc c'est un franc succès. Pour vous donner les défis qu'on s'était posés, ils sont de 3 natures. D'abord, et c'était l'idée et le souhait de Philippe Jourdain, le fait d'avoir une vraie stratégie commerciale collective. C'était notre premier défi. Le deuxième défi qu'on s'était fixé ensemble, c'était celui d'être capable de se projeter à 10 ans. Parce que les entreprises sont capables de se projeter sur le lendemain, mais être capable de se projeter à 10 ans, on ne savait pas faire. Et l'État et la région, ils ont besoin d'un acteur économique qui est capable de se projeter à 10 ans, parce que décider d'infra, hiérarchiser nos projets publics, ça nécessite ce temps et ce recul. Le troisième défi, c'était de pouvoir coopérer à l'échelle interrégionale. Il faut pouvoir parler à l'Île-de-France, il faut pouvoir parler à la Normandie. Et ça, on a commencé à le faire avec Norlink, notamment sur le ferroviaire et Norlink ferroviaire, où on fait ce travail de connaissance des flux fins, de regarder dans 10 ans ce qu'ils donnent, de regarder les objets ferroviaires qui vont avec et de commencer un dialogue avec l'Île-de-France. Et on met en place, à chaque fois qu'on progresse collectivement, les structures de dialogue adaptées pour pouvoir discuter avec Aropa, avec Norlink, avec les 2 conseils régionaux et progresser ensemble. Donc sur ces 3 champs qui sont des défis majeurs, eh ben, je crois qu'on peut dire que pour l'instant c'est un sans faute. On est vraiment en pleine travail de coopération opérationnelle, utile. Ça a été très utile pour le Brexit, ce sera très utile sur Seine-Nord, et c'est vrai qu'avoir un Stéphane Raison à Aropa, c'est un partenaire de qualité pour Norlink pour pouvoir poursuivre dans cette dynamique.
Alors, Stéphane Raison, sur Aropa. Vous rejoignez de votre côté Paris pour la Direction générale des transports et des infrastructures de la mer, c'est bien ça? Et Franck Dersin vous a appelé clairement, vous a lancé le message, en gros, ne nous oubliez pas, n'oubliez pas les Hauts-de-France. On peut compter sur vous, Xavier Hue. Vous restez pas très loin. Alors, l'État n'oublie jamais les territoires qu'il sert. On a une loyauté à tous les territoires. Donc, quand on est au ministère des Transports, les Hauts-de-France, c'est 25% des enjeux sur les enjeux de fret et de logistique. Donc, les enjeux des Hauts-de-France seront nécessairement dans mes préoccupations, que vous soyez rassurés. D'abord, je serai remplacé. Vous savez que Michel Lalande est un préfet de région qui tient beaucoup à ces dossiers-là. Il les suit particulièrement et donc il continuera à être attentif. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas seul. Il y a dans la délégation Claire Arnaud qui s'occupe de tous les sujets portuaires et qui est au quotidien avec l'association Norlink. Et puis Alexandre Albert qui suit le canal Seine-Nord-Europe, puisque la délégation fait aussi la direction de projet du canal Seine-Nord-Europe. Vous voyez que c'est des sujets que le préfet ne va pas laisser sans remplaçant assez vite. Et puis, je lui ai promis un service après-vente, donc je ne serai pas loin de toute façon. Vous reviendrez nous voir. Puis, de toute façon, on reste toujours attaché à la région. Il paraît qu'on pleure en la quittant, oui. Vous nous direz, vous nous direz. Merci beaucoup en tout cas Xavier Valère pour votre engagement, puis pour ce travail ensemble, et puis bonne continuation à vous. On va tout de suite poursuivre par les résultats, avec les résultats de l'élection du président de Norlink Ferroviaire, et je vais inviter du coup Bruno Fontaine et puis Michel Boudoussier à nous rejoindre. Venez. Vous pouvez rester, c'est bien. Vous pouvez rester aussi. Voilà. On a annoncé donc le départ de Stéphane Raison, de Xavier Valère. Il y a également Pascal Saint-Son, président de Norlink Ferroviaire depuis sa création depuis 2015, qui nous quitte également et laisse place donc à un nouveau président. On va vous en dire quelques mots dans un instant. Peut-être Bruno, quelques mots avant de passer au résultat de l'élection qui a été clôturée hier soir. Ah oui, tout à fait. C'est une élection statutaire, parce qu'il faut remplacer le président, et on a fait suite à la pandémie un vote par correspondance, et on a eu dépouillement hier. Je ne sais pas si Fabien peut le donner. C'est un vote, comment je voudrais dire, qui n'a pas laissé beaucoup de suspense, vu qu'il n'y avait qu'un candidat. Et je le remercie d'ailleurs, Michel, de s'être porté candidat, parce que c'est pas évident de pouvoir s'engager quand on a une vie professionnelle, on en sait quelque chose. Et je le remercie beaucoup. Et voilà. On va tout de suite, juste, il n'y a pas de suspense pour les résultats, mais on va quand même mettre un petit suspense. Je voudrais qu'on accueille Pascal Saint-Son qui est avec nous en visio. Pascal, vous êtes là ? Bonjour à tous, et surtout désolé de ne pas pouvoir être présent avec vous ce matin. J'ai dû rester pour raison de santé en Bretagne, donc, mais je suis avec vous par le cœur surtout. On est très heureux de vous entendre. Merci Pascal d'être avec nous. Juste avant d'introduire le nouveau président que vous connaissez très bien, je voulais revenir avec vous sur cette présidence. Peut-être d'abord rappeler votre parcours en quelques mots. Vous êtes ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile. Vous avez débuté votre carrière à la Direction générale de l'aviation civile, puis chez Air Littoral. Vous avez rejoint Eurotunnel en 1996 comme directeur. Vous avez beaucoup évolué pour devenir président-directeur général d'Europort en mai 2010. Alors toute cette année 2020 a été très chargée pour vous, avec une activité professionnelle marquée par cette crise sanitaire. Vous avez animé notamment la démarche 4F, on peut en parler, et la présidence d'un groupe de travail national. Et cette démarche, qui a été lancée en février 2019, a fait éclore plus de 150 propositions concrètes pour le gouvernement afin de doubler la part modale du fret ferroviaire. C'est dire votre engagement à différents niveaux, régional et national. Après, si on parle de Norlink maintenant, après une présidence donc depuis 2015, que retenez-vous de l'aventure Norlink ? Ce
que je retiens de Norlink, d'abord, c'est un élan extraordinaire de personnes, de personnalités qui ont voulu travailler ensemble. On a démarré les travaux qui ont précédé la fondation de Norlink, qu'on avait baptisé au tout début 2A2F dans le courant de l'année 2012. Et il y a eu à peu près 3 ans de travaux où il y a eu une dynamique de travail entre les consulaires, les politiques, les gens des entreprises privées, aussi bien chargeurs qu'entreprises, qui nous a conduit à vouloir aller plus loin ensemble, de créer donc cette association. Et ce que je retiens de 6 ans de travail avec tout le monde, c'est qu'on n'a jamais faibli, quelles que soient les circonstances. On a été très productif, on a travaillé dans l'action. Je pense qu'aujourd'hui, on le montrera encore par rapport à ce qui s'est fait en 2020. On a eu des résultats. On parlait tout à l'heure du canal Seine-Nord. On a accompagné toutes les études qu'il fallait faire du côté ferroviaire. Ce que je retiens aussi de Norlink, étant donné, vous l'avez rappelé, que j'ai également eu des responsabilités au niveau national, c'est que la région des Hauts-de-France est toujours mise en avant, a toujours précédé les autres. On a été mis en exemple par plusieurs ministres d'ailleurs au cours des 5-6 dernières années sur le fait que Norlink amenait des idées, amenait des actions, amenait des choses concrètes. Il la faisait avant les autres régions. On en parlera, vous parlez tout à l'heure dans le rapport d'activité des travaux qui ont été lancés, qui déclinent 4F en région. Et Norlink est une des rares régions qui a pris cette avance et qui l'a réalisée. Donc voilà, j'en garde surtout, je dirais, une grosse trentaine de personnes qui ont travaillé avec passion pour faire de cette association quelque chose qui fonctionne, qui va perdurer. Je suis très très heureux que Michel prenne la suite, parce qu'effectivement, on appartient au même groupe, enfin moi encore pour quelques jours, mais c'est également preuve de l'implication de Getlink, d'Eurotunnel dans le développement notamment du fret ferroviaire, mais surtout dans la participation qu'on a sur les Hauts-de-France. On sera une entreprise, le Souriant, qui ne sera jamais délocalisée. Donc on est présent et on s'implique et on continuera à s'impliquer. Pascal, vous nous quittez pour une autre très belle région, la Bretagne, toujours animée par une passion pour les transports, mais un peu différent. Du train, vous passez à la voile. Tout à fait, j'ai toujours fait de la voile en fait. Je suis venu dans le ferroviaire par hasard puisque j'ai démarré dans le transport aérien, mais ma passion a toujours été sur l'eau. Mes enfants sont tous sur des métiers entre Lorient et Vannes dans le milieu maritime. Je vais consacrer maintenant tout mon temps à ne plus vivre dans les airs, ne plus vivre sur les rails, mais vivre sur l'eau. Et c'est pour moi ce que la retraite m'offre de pouvoir, je dirais, réserver mon temps quasiment exclusivement maintenant à ça. C'est le report modal, quoi. Voilà. C'est le report modal. Mais de super moments bien mérités. Bruno, quelques mots peut-être pour... Non, moi j'ai été très heureux de découvrir ce monde du ferroviaire, parce que avec Philippe Bourdin, il m'avait fait découvrir les ports. Là, avec Pascal Sanson, j'ai découvert le ferroviaire. Ouais. Et c'est vrai qu'on y a beaucoup travaillé et je pense qu'on progresse encore. On en parlera après peut-être dans les études que l'on mène. Mais vraiment, c'est un monde auquel il faut s'y intéresser. Parce qu'on sait que c'est vital pour le développement de nos ports. C'est-à-dire que c'est bien de s'occuper du fluvial, mais le ferroviaire, c'est au moins aussi important, voire plus important. On va donc avoir les résultats officiels de cette élection électronique. Donc depuis hier soir, 23h59, le vote pour la présidence de Norlink Ferroviaire est clos. Fabien Beclin va nous donner le résultat. Donc effectivement, les votes ont été réalisés en ligne et nous avons reçu donc 24 votes valides pour un taux de participation de plus de 70%, ce qui valide le quorum pour cette élection. Et donc, avec 22 votes pour et 2 votes blancs nuls, Michel Boudoussier est donc élu nouveau président de Norlink Ferroviaire. Un grand merci à Pascal, encore une fois, et bravo Michel Boudoussier. Merci bravo. Michel. Bravo Michel Boudoussier, merci d'être avec nous. Quelques mots là aussi sur votre parcours. On verra les liens que vous avez du coup avec Pascal. Vous avez commencé votre carrière dans le fret à la SNCF. Vous avez été directeur régional de la SNCF, directeur général ensuite adjoint du groupe Getlink en 2018. Vous travaillez dans cette entreprise depuis 10 ans. Vous avez fait plusieurs années sur le terrain à Calais. Vous étiez engagé d'ailleurs dans Norlink Ports en tant que représentant d'Eurotunnel avec Pascal Sanson. Et aujourd'hui, donc, vous
êtes le nouveau président de Norlink Ferroviaire. Quelles sont vos priorités? Dans quel état d'esprit vous êtes? Merci, bonjour à toutes et à tous. D'abord un grand merci de m'avoir élu à cette fonction. Très clairement, c'est un score, un taux de vote qui oblige, dans la mesure où j'ai obtenu un très grand soutien. Même s'il n'y avait qu'un candidat, c'est quelque chose qui a évidemment une grande valeur et un très grand sens. Ensuite, ce qui oblige aussi, c'est évidemment le bilan de Norlink Ferroviaire à l'intérieur de la fédération Norlink, et donc tout ce qui a été fait au cours de ces années, qui sont des années d'émergence. Des années d'émergence, puisque Pascal le rappelait, Pascal rappelait la manière dont Norlink Ferroviaire s'est constitué. Et c'est très clairement une des grandes richesses, le ferroviaire de notre région Hauts-de-France, avec les ports, et c'est quelque chose qu'il faut évidemment continuer à développer. Les grandes priorités qui me semblent être les nôtres pour Norlink Ferroviaire pour les années qui viennent, c'est d'une part de s'inscrire dans la continuité de ce qui a été engagé. En particulier, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, l'étude sur les capacités du réseau ferroviaire pour desservir les ports, et je dirais au-delà des ports, l'ensemble des chargeurs des Hauts-de-France. Et puis ensuite, d'autre part, il nous faut lancer des actions nouvelles, en particulier renforcer les liens avec les chargeurs, parce que on le voit à travers des dossiers comme le Brexit notamment, on aura l'occasion aussi d'y revenir, les chargeurs ont un rôle crucial en termes d'organisation de transport, en termes de choix de mode de transport. Et puis tout cela, je pense qu'il nous faut aussi cette année profiter d'une opportunité avec l'année européenne du rail, qui est une initiative lancée par l'Europe à Bruxelles, et dans laquelle il faut aussi que nous nous inscrivions, compte tenu là aussi du poids des Hauts-de-France dans le ferroviaire. Il y a cette année européenne et puis la crise, cette épidémie du Covid a aussi mis en avant l'importance du fret ferroviaire pour la continuité de notre économie. Ça aligne les planètes pour... Le terrain est favorable aujourd'hui pour le développement du ferroviaire? Tout à fait. On peut dire que le ferroviaire, quelque part, a de la chance. A de la chance d'abord parce qu'on parle de plus en plus de décarbonisation de l'économie. Il y a le Green Deal à l'échelle européenne qui est engagé. Il y a le report modal qui est aussi quelque chose de bien engagé, pour lequel il y a de nombreuses initiatives qui existent. Mais la crise du Covid, la crise sanitaire, a aussi mis en évidence ce que peut apporter le fret ferroviaire à l'économie. C'est-à-dire qu'au moment où l'économie nationale et au-delà de la France, l'économie européenne s'est paralysée au mois de mars, on a vu le ferroviaire assurer un rôle vital de continuité économique pour continuer à assurer la liaison entre les territoires. Et donc tout cela crée effectivement une conjoncture très favorable que Pascal l'a rappelé dans la présentation, dans son propos, que le gouvernement d'ailleurs, dans le gouvernement s'est aussi emparé en disant effectivement il y a le report modal vers le ferroviaire qui est favorisé et il faut tirer profit de cette crise qui doit être une occasion de changement pour accélérer encore plus pour le ferroviaire. Donc de beaux enjeux pour votre présidence. Michel Boutoussier, merci en tout Absolument. cas. Bruno ou Philippe Bourdin, vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose? Je peux me permettre, Bruno? Oui, vas-y, Philippe. Oui, je voulais dire que je regrette beaucoup de voir partir Pascal, mais bonjour Michel et bonne réussite dans tes nouvelles fonctions. Ce que je voulais dire, c'est que si Norlink a aussi bien fonctionné, c'est aussi parce que personne n'était dans la posture.
que ce soit le représentant de l'État, que ce soit le représentant ferroviaire, le représentant des ports, tout le monde était, ou le représentant des chambres de commerce, tout le monde était là pour faire avancer le dossier, pour faire avancer notre région et pour faire avancer les entreprises. Et il n'y avait absolument aucune posture, tout le monde a porté. Et donc on a quand même 3 départs très lourds. Et je pense que le premier rôle de chacun, ça va d'éviter d'entrer dans la posture et de défendre son précaré. Le précaré fait partie d'un tout. Et Norlink ne pourra fonctionner, que ce soit Fédération ou les autres d'ailleurs, ne pourra fonctionner d'abord qu'en ayant de plus en plus d'acteurs, mais qu'en évitant les postures. Je peux voir tellement cela dans différentes réunions autres que je suis toujours très prudent là-dessus. Et les 3 représentants nouveaux qui vont arriver vont devoir avoir ça en tête et je n'insisterai jamais assez là-dessus. Pas de posture, ça c'est un gage d'efficacité commune. Merci Philippe, merci Bruno. On va, qui dit départ dit aussi cadeau. Pascal, vous êtes toujours là, j'espère que vous êtes toujours là. Oui, je suis toujours là. Voilà. J'écoute les débats, là, pas de souci. Et donc, au nom de toute l'équipe Norlink, Pascal, nous avions un petit cadeau à vous faire pour vous remercier de vos différents engagements. Je ne vous en dis pas plus, regardez cette petite vidéo. Pascal, on sait que tu aimes les balades en pleine mer, les sensations fortes, le grand air breton. C'est pourquoi, pour fêter ton départ et te remercier, Norlink t'offre un tour sur ce bateau. Elle est là. Alors, heureux ? Nantes. Les adhérents et toute l'équipe Norlink ont le plaisir de t'offrir une journée à bord de l'Ex-Foncia, le trimaran Orma de 60 pieds au départ de Lorient. On espère que tu vivras une belle expérience à bord d'une véritable bête de course capable de dépasser les 35 nœuds au speedo. Allez, merci Pascal pour ton implication. Bon vent. Voilà Pascal, le cadeau de tous les adhérents Norlink. Bruno, un petit mot. Beau cadeau. Je peux parler en tant que... Ah oui, c'est un très beau cadeau. Je peux parler qu'en tant qu'ancien, ancien retraité. Chacun vit ses passions. Et je crois que vraiment, ce qui est... avec Pascal, sa passion, c'est la voile. Hein, et la moto, d'après ce que je sais. Hein, il pourra en parler aussi. Hein, et la moto. Et là, vraiment, je pense que là, lui, en retraite, je n'ai pas de soucis sur ses occupations quoi, et ses passions. Il ne va pas s'ennuyer. Un petit mot, Pascal ? Ah oui, je suis extrêmement touché. Ça me touche vraiment, vraiment beaucoup. Vous ne pouviez pas mieux tomber. En plus, je connais le bateau parce que c'est le voisin de Pantan du trimaran géant sur lequel mon fils travaille, Gitana 17. Je crois que c'est Alain Gauthier qui le skippe maintenant. C'est un rêve. C'est un rêve pour moi qui se réalise. J'ai pu monter sur un trimaran géant une fois là sur Gitana 15. Je les regarde toujours avec envie. J'ai mon fils qui navigue sur ce genre de bateau presque au quotidien. Et franchement, vous m'assoyez par terre, si je peux dire. Donc il y aura des images, je vous les enverrai. Je suis, on ne peut plus heureux de faire ça. Je suis très, 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 très touché. Un grand merci à tous. C'est vrai que quand on voit les images, ça a l'air génial. On attend vos photos, Pascal, et un grand merci encore à vous pour tout. Et puis à très bientôt. Et puis bienvenue à Michel Boudoussier. Et merci aussi à vous d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Merci. On va poursuivre avec la présentation maintenant des rapports d'activité de Norlink avec les différentes entités. Et on va démarrer par Norlink Ports. Bruno Fontaine, si ça vous va. Alors, d'une manière générale, pour la présentation des rapports d'activité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qui s'est passé en 2020 et puis regarder aussi la feuille de route pour 2021. Tout ça dans 5-6 minutes par entité. Donc, Bruno, sur Norlink Ports, c'est une année qui a été marquée par la crise, forcément. Oui, forcément. Hein. Alors, il a fallu quand même se réinventer quand même pendant cette année qui vient de s'écouler. Hein. Et il a fallu revisiter le programme d'action, forcément. Parce que pour répondre à cette crise sanitaire, ça s'est fait par une réorientation. Comme il n'y avait plus les salons à l'international, où c'était un peu une des fonctions de Norlink. C'était son lobbying aussi et sa visibilité à l'international qu'on a été obligé de suspendre parce qu'on ne pouvait plus voyager. Là, on s'est reprogrammé pour consolider notre communication interne.
pour consolider notre communication interne. Et là, on s'est revisité sur le sujet. Et aussi, on a lancé, et c'était l'occasion de lancer des études que forcément, on n'avait pas forcément initialement prévues pour le plan de cette année, quoi. Voilà, c'est en quoi on s'est réinventé. C'est des études qui ont été pilotées donc, par Norling Port, des lieux sur les flux internationaux notamment. Oui, alors ce qui ont été pilotés pour certaines complètement par Norling Port, c'est les flux internationaux, hein, bien sûr. Et là, vous avez un peu le travail qui a été effectué. Et c'est vrai que ça nous donne des vraies valeurs sur ces flux, sur les flux conteneurisables, qu'il va falloir quand même derrière continuer à travailler, parce que ça, c'est qu'un début, pour moi, de la vision que l'on peut avoir de notre territoire. Et derrière, il va y avoir des études complémentaires à faire. On en a parlé avec l'État, avec M. Valère. On voit bien que l'importance des short-sea, par exemple. On s'aperçoit que les ports du nord de l'Europe se développent. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de short-sea. Et que nous, on n'a pas forcément poussé là les études assez loin. Et on va le faire. On va aussi étudier tout ce qui est autour des filières. Parce que là, quelle filière Anvers s'est développée autour de certaines filières? Qu'est-ce qu'on a quelles sont les filières que l'on voit pour le futur, pour notre territoire? Est-ce qu'on est en... C'est l'analyse de la concurrence, quoi. Si on veut avoir une vraie stratégie à terme, il faut aussi qu'on analyse la concurrence et il faut qu'on analyse bien le marché. C'est ce qu'on est en train de faire dans Norlink, hein. C'est pour ça que ces flux internationaux, pour nous, avaient beaucoup d'importance pour l'étude, pour pouvoir valoriser ces flux internationaux. Alors après, c'est pour ça qu'on l'a mis en tonne, pour éviter les problèmes d'interprétation que l'on peut en faire sur le poids du conteneur, quoi. Hein, voilà. On a évité de rentrer dans ce genre de polémique. Il y a aussi une étude menée en partenariat sur les besoins fret ferroviaire à l'horizon 2030, une étude là aussi très riche d'enseignements, et une étude sur les fonciers disponibles le long des canaux et ou connectés au réseau ferroviaire. Là aussi, beaucoup d'enseignements, hein, mais vous les avez... On continue, si vous voulez, à compléter cette analyse de la structuration de notre région, d'où l'importance de cette analyse sur les frais ferroviaires qu'on a fait avec SNCF Réseau, hein. C'est-à-dire que c'est une coétude qui a été faite avec SNCF Réseau, que l'on partage avec SNCF Réseau, et après l'étude du foncier, c'est l'Axe Nord qui a été au pilotage, hein. C'est le foncier, parce que si on veut développer à terme une vision aussi industrielle de nos territoires, il va falloir qu'on voit où on peut développer ces industries à terme, quoi. D'où l'importance de l'étude du foncier disponible le long de ces voies de chemin de fer et le long de ce canal, quoi. 2020, ça a aussi été l'année de construction des outils de communication, les outils numériques notamment. Oui, alors c'est là où on a, pendant toute cette période du confinement, on a essayé d'éviter les fake news, hein. C'est d'où l'importance de cette communication, hein. Et on a bien sûr développé un site internet un peu plus, je dirais, convivial, et beaucoup de communication dans les réseaux sociaux, hein. Et aussi les newsletters vis-à-vis bien sûr de tous nos adhérents, des chargeurs, de la UTF et des commissionnaires nationaux et régionaux de notre territoire. Voilà, c'est toute cette communication qui a été revue. Pour 2021, alors, la feuille de route, une stratégie... Alors, j'ai pas été jusqu'au bout dans 2020, parce qu'on a fait aussi quelques événements que vous n'avez pas... C'est vrai, il y a eu le webinaire, le webinaire du 24 mai, ce qui a été réalisé sur la connaissance, hein, et il y a eu à ce webinaire 625 participants, et on a fait un séminaire sur la révolution portuaire, qui a eu beaucoup de succès. Il y a eu près de 300 participants, et il y a eu en plus du replay pour 350. C'est-à-dire que vraiment cette révolution portuaire, sincèrement, ça valait la peine de dépasser un peu de temps. Une forte influence sur les événements dans les conférences sur le Brexit, dont on est à J-20, hein, sur le Brexit. Là, on en aura une autre à, j'ai compris, à J-10, voilà, tout à au niveau de la CCI, et peut-être qu'il y en aura une à J+5, parce que ça aura été reporté. Le temps aura été suspendu. On verra. En tout cas, vous avez cet événement aussi qui a plus de 200 inscrits cet après-midi, ce 8 décembre, sur le Brexit. Alors, pour 2021, la feuille de route. La feuille de route, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a à conforter toutes ces analyses, c'est-à-dire à donner la suite sur les analyses que nous avons faites en 2020, hein, et compléter pour avoir un plan d'action, et aussi pour donner de l'information
formation aux décideurs de manière à ce qu'ils puissent vraiment orienter d'une manière très factuelle leurs décisions. Après, chacun interprétera les chiffres comme il en veut et comme il veut par rapport à sa propre stratégie, mais je pense qu'il y a une chose qu'on ne peut pas contester à un moment donné, ce sont les chiffres, quoi. Et chacun après choisira sa stratégie. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des stratégies différentes en fonction des sociétés, quoi, ou des ports. Mais ça, c'est pas bien. Je dirais que là, ça échappe un peu à notre domaine, même si on doit avoir une vision quand même territoire, Hauts-de-France. À un moment donné, il va falloir qu'on impulse quand même une certaine vision au niveau des Hauts-de-France. C'est ce qu'on va faire. J'espère pouvoir redémarrer la visibilité de notre territoire, participer de nouveau aux salons internationaux et coordonner cette participation pour donner de la visibilité à nos territoires. J'espère que le confinement va s'arrêter et qu'on va pouvoir reprendre une des actions essentielles de Norlink, qui était le lobbying, et donner de la visibilité à notre territoire par rapport à ces infrastructures. Et après, il y a tout ce qui est autour du numérique, qu'il va falloir travailler, et on va le travailler, c'est une vision autour du numérique et de la manière d'aller vers ces nouvelles blockchains. Hein, et on voit qu'il y a des choses qui se passent autour de nous et qu'il est important de coller à toute cette réalité du numérique. Et je pense que là, on a un vrai travail à faire et à commencer à construire nos fondamentaux pour notre territoire. C'est essentiel, ouais, pour accroître la compétitivité de nos ports. Merci beaucoup, Bruno Fontaine. D'autres choses où ça va, c'est l'essentiel a été oui, je pense. A été dit. Il y a beaucoup d'autres choses, mais voilà, l'essentiel a été dit. Merci beaucoup, Bruno Fontaine, pour Norlink Ports. Voilà. Côté Norlink Ferroviaire, c'est vous, Fabien, qui allez... Non, c'est Michel Boudoussier. Ah, c'est Michel Boudoussier, pardon. Michel Boudoussier, côté Norlink Ferroviaire. Donc, le nouveau président. Dites-nous alors, là aussi, pour Norlink Ferroviaire, quelques éléments de bilan de cette année 2020. Oui, mais il me revient l'honneur de présenter effectivement le bilan de 2020 et donc de saluer tout ce qui a été fait au cours de cette année sous l'impulsion de Pascal et par l'ensemble de l'équipe Norlink Ferroviaire, Fabien et puis Benoît. D'abord, évidemment, la crise Covid, la crise sanitaire, hein, qui a marqué cette période, qui a perturbé le programme de réunions, d'événements, mais qui a également aussi constitué une opportunité, hein, pour s'engager et pour donner plus de poids au fret ferroviaire, avec notamment la démarche 4F, hein, sur le plan national. Et beaucoup d'acteurs régionaux se sont impliqués dans cette démarche 4F de renouveau du fret ferroviaire pour le futur. Alors, il y a aussi, on a parlé de l'étude. Alors, il y a l'étude avec SNCF Réseau et Norlink Ferroviaire. Alors il y a l'étude donc qui a été engagée avec SNCF Réseau. Je dirais même au-delà de son engagement, elle a été en grande partie réalisée. Étude réalisée par Mancia Conseil, donc qui est un consultant reconnu en matière de transport et en particulier pour tout ce qui concerne ces questions d'infrastructure. L'objectif, c'était quoi ? L'objectif, c'est de définir les besoins de transport ferroviaire à l'horizon 2030 et d'identifier des problématiques d'infrastructure en rapport avec ces besoins de transport croissants. En tenant compte évidemment des nœuds ferroviaires qui existent sur les Hauts-de-France, hein, compte tenu du fait que les Hauts-de-France, c'est non seulement une région importante de fret ferroviaire, mais c'est aussi une région importante tout court en termes de population, donc beaucoup de besoins de déplacement autour de l'Illois, du bassin minier et puis de l'accès vers la région parisienne. Et donc tous ces besoins de transport voyageurs doivent être évidemment abordés pour être tout à fait cohérents et mis en cohérence avec les besoins du fret ferroviaire. Voilà, donc c'est cette étude en fait qui a permis de donner une bonne image de tous ces sujets. Il y avait un enjeu aussi important, c'est l'approvisionnement du chantier du canal Seine-Nord Europe. Là aussi, il y a une démarche qui est en cours avec SNCF Réseau.
Alors le chantier Seine-Nord-Europe, évidemment, c'est un projet absolument essentiel pour les besoins de la logistique dans notre région des Hauts-de-France. Mais c'est d'abord un formidable chantier qui va durer plusieurs années, qui implique des quantités de matériaux très importantes à transporter. Et c'est le fret ferroviaire qui est apparu comme étant la meilleure solution pour le réaliser. Donc c'est un signe un peu de synergie entre les modes de transport, pour montrer qu'on a parfois tendance à les opposer, mais qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités de travail en commun. Et donc il y a différents sites qui ont été envisagés pour construire des plateformes pour acheminer ces matériaux tout au long du canal. Et donc ce travail a été fait. Et donc maintenant il va nous falloir traiter les questions à venir de la gestion de ces plateformes, qui va assurer cette gestion et quelle possibilité de pérennisation il y a de ces activités dans le futur. Alors, il y a un travail aussi intéressant de Norlink Ferroviaire sur le gaz naturel comprimé pour construire un prototype dans les Hauts-de-France. Oui. Alors ça c'est un sujet qui est, je trouve aussi intéressant, parce que le fret ferroviaire, par nature, il est respectueux de l'environnement, mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas lui-même faire des efforts. Bon, on sait que la propulsion diesel, qui est indispensable pour le fret ferroviaire, notamment pour les derniers kilomètres, pour aller sur les plateformes, pour aller sur les quais des ports, pour aller desservir les embranchements des chargeurs, ces derniers kilomètres ne peuvent pas être électrifiés pour des raisons économiques et ont besoin donc d'une traction autonome, donc assurée en diesel traditionnellement. Et il est très intéressant de voir aussi Norlink Ferroviaire qui s'est engagé pour développer un projet sur les Hauts-de-France pour développer une traction non plus au diesel mais au gaz naturel comprimé, et donc avoir un système mixte. C'est la photo, je pense, qui illustre et que tout le monde peut voir ou a pu voir tout à l'heure. Donc dans l'eau-cotracteur qui permet d'amener des petits lots de wagons jusqu'à destination en utilisant évidemment un mode de propulsion très respectueux de l'environnement. Michel Boudoussier, pour 2021, vous avez déjà donné les priorités de votre présidence, donc on en a déjà dit quelques mots, mais les actions clés qui sont programmées concrètement pour Norlink Ferroviaire? Eh bien, c'est d'une part approfondir les études de fret ferroviaire. On évoquait tout à l'heure ce sujet de la capacité, mais une étude en soi n'est pas une fin. Évidemment, ce qui compte maintenant dans la préparation notamment des contrats de plan État-région, de toutes les démarches de planification à venir, il faut que nous fassions progresser ces idées, les idées identifiées par cette étude, pour qu'elles débouchent sur les financements nécessaires qui permettront à l'horizon 2030 au fret ferroviaire de disposer des capacités dont il a besoin pour assurer son développement. Ensuite, l'identification des besoins des chargeurs, c'est aussi quelque chose qui est très important. Et c'est là où la synergie Norlink joue à plein, parce que quelque part, dans la fédération Norlink, on retrouve toutes les grandes infrastructures, tous les modes de transport, on les a cités, mais on retrouve aussi évidemment les chargeurs. Et donc, c'est toute cette possibilité que nous avons, compte tenu de la richesse de Norlink, d'identifier en fait les besoins des chargeurs à l'avenir et de pouvoir d'une certaine manière aussi planifier l'utilisation des ressources ferroviaires pour desservir ces chargeurs et répondre à leurs besoins. Donc mutualiser, c'est un projet que vous mènerez avec Euralogistique notamment, qui est fer de lance sur... Tout à fait. Alors, on parlait tout à l'heure de 4F, donc implication peut-être en 2021 plus importante de Norlink? Alors 4F, c'est un programme, effectivement, il faut bien insister sur ce sujet. Ça n'est pas, je dirais, une institution de plus dans le monde du ferroviaire. C'est un programme qui a été lancé
à l'initiative de la profession, repris par le gouvernement suite donc à la crise du Covid, pour s'orienter vers le fret ferroviaire, pour doubler, je rappelle, c'est l'objectif qui a été fixé par le gouvernement, la part modale du fret ferroviaire. Donc il y a très clairement de vrais enjeux, il y a très clairement de vrais moyens aussi dans 4F, notamment pour poursuivre l'amélioration de ce qu'on appelle les petites lignes, mais qui sont les lignes ferroviaires qui sont absolument essentielles pour le fret, pour aller jusque chez les chargeurs. Et donc derrière, il y a tout un travail à faire de mobilisation pour bien cibler nos besoins et pour obtenir les financements nécessaires à tous ces projets. Et puis vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi l'année européenne du fret ferroviaire 2021. Ce sera l'occasion aussi de décliner des rendez-vous dans notre région. Compte tenu du poids de la région dans le fret ferroviaire, qu'on prenne place. Il faut qu'il y ait une vraie mobilisation et que ce soit un événement très porteur, mais on a déjà plein d'idées sur effectivement comment se mobiliser, comment mettre en valeur tout ce qu'on fait dans la région, qui est effectivement, tout à l'heure Bruno le disait, le fret ferroviaire, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident parce que ça ne se voit pas. Ça se passe beaucoup la nuit d'ailleurs aussi, parce que les transports fret ont lieu plutôt la nuit. Et donc tout ça demande à être mis en valeur, à être montré et à montrer toute la richesse de notre région et ses nombreux atouts dans ce domaine. Donc de beaux enjeux en cette année 2021 pour Nordlink ferroviaire. Merci beaucoup Michel Baudoussier. Côté Nordlink fluvial, Bruno Fontaine, d'abord on revient sur l'année 2020 avec une action clé, le prêt aux bateliers. Quelques mots sur les bateliers, une belle profession, et on recherche des bateliers, on va en avoir besoin. Oui. Alors, il faut savoir que Nordlink Fluvial, c'est la plus ancienne branche des Nordlink. Parce que c'est quelque chose qui a démarré le consortium il y a près d'une quinzaine d'années, et qui a rejoint et qui a retrouvé une deuxième impulsion, le fait d'intégrer Nordlink. Parce que c'était une association qui vivait seule dans son coin, et qui avait besoin de retrouver un peu de l'oxygène en se retrouvant de nouveaux challenges et en intégrant Nordlink. Alors, une des premières vocations, et c'était sa vocation de départ, c'était d'aider la batellerie à pouvoir investir dans cette batellerie, c'est-à-dire lorsqu'un nouveau batelier voulait s'installer, on lui faisait des prêts d'honneur complétés avec celui de VNF, ce qui lui permettait de s'installer, et aussi lorsque on doit moderniser une péniche, un bateau. Voilà un peu la raison d'exister à l'origine, qui est toujours quand même l'action principale actuellement de Nordlink Fluvial, qui est de moderniser la flotte, et aujourd'hui, dans ce monde qui évolue dans la décarbonation des transports, on voit que la batellerie, elle est en train de se faire rattraper. Parce que même si c'était un mode doux avant, aujourd'hui, va falloir aussi qu'elle progresse dans sa manière de se remettre en cause sur le sujet, sur l'énergie utilisée. Alors, c'est 5 prêts qui ont été donnés dans l'année qui vient de s'écouler, pour aider à la reprise de bateaux ou pour la modernisation de bateaux. C'est sa première vocation. Et vous dites c'est important de soutenir le métier de batelier, de renforcer son attractivité aussi. Oui, c'est parce qu'on s'aperçoit que cette batellerie, elle n'a pas de point fixe, quoi. Conclusion, elle est faiblement visible. C'est presque les personnes oubliées qui circulent. Et c'est des métiers qu'il faut qu'on mette en valeur. Parce qu'aujourd'hui, on était batelier de père en fils. Mais ça se perd aussi, ça. Parce que. Plus de transmission héréditaire comme la transmission héréditaire est en train d'échapper, de s'échapper. Il y a suffisamment d'écoles en France, même s'il n'y en a pas dans le Nord. Il y en a 3 d'écoles pour la batellerie. Je crois une dans la région parisienne, après les 2 autres sont dans le Sud, pour avoir regardé un peu le sujet. Mais on a besoin d'alimenter la profession de batelier. Et pour montrer l'attractivité des métiers. C'est des métiers dans lesquels on voyage, on peut voir du pays, comme dirait, et dans lesquels
lequel aussi on est autonome. Hein, alors je pense qu'il faut mettre en avant parce que c'est pas a priori pour un jeune d'aller dans ce métier-là, c'est pas a priori une évidence, quoi. Si on a un état d'esprit d'entrepreneur, un état d'esprit d'entrepreneur, de voyager, il va falloir mettre en valeur ce métier-là, et ça va être aussi le rôle de Norling Fluvial pour attirer un peu la jeune génération, mais c'est vrai pour tous les métiers. Et là, il faut montrer le côté positif et aussi le côté polyvalence, parce que quand vous êtes batelier, vous devez tout faire, quoi. La mécanique, et on voit bien que c'est des métiers qui peuvent être passionnants pour celui qui aime bien son autonomie, sa polyvalence. Voilà, c'est un peu... Et un métier, il faut le dire aussi, avec des débouchés importantes, quand on pense au canal Seine-Nord-Europe, là, qui... Il y a le canal Seine-Nord, et il va falloir qu'on ait une profession qui soit prête pour l'ouverture de ce canal. Il ne faut pas que ça soit que des bateliers hollandais et belges que l'on voit sur nos canaux. Il va falloir qu'on prépare cette profession, et c'est le rôle de Norling Fluvial. Et on y travaille, et on va y travailler toute l'année prochaine pour augmenter l'attractivité du métier, quoi. Sur 2021, Bruno, vous disiez tout à l'heure, le fluvial a eu une avance environnementale, mais il ne faut pas la perdre parce que les autres modes de transport commencent à bien jouer le jeu aussi. Alors en plus, on a un désavantage, c'est qu'il n'y a pas les effets de série. Quand vous voulez changer une motorisation, on voit bien que contrairement à d'autres activités, le train, il y a déjà un peu plus d'effet de série. Mais sur un bateau, c'est moins vrai. Alors on a du mal à attirer les industriels pour fabriquer, par exemple, une nouvelle motorisation. Alors c'est là où on va aider un peu à cette initiation de trouver des nouvelles motorisations. Alors on parle d'hydrogène, on parle de gaz, de GPV, on va parler des véhicules. On ne sait plus si c'est L ou C, mais néanmoins, on va travailler sur ces sujets-là. Je pense que c'est un enjeu important, parce qu'il ne faut pas que la batellerie, enfin le fluvial, reste hacké pour les problèmes des nouvelles énergies, quoi. Alors, c'est une réflexion que vous menez à l'échelle Seine-Nord avec les pays voisins, oui. ce travail sur ce carburant alternatif. La feuille de route pour l'ouverture du canal Seine-Nord, elle démarre donc là en 2021 avec un plan de travail pluriannuel. Là, c'est important de... La feuille de route, c'est de préparer le métier du batelier. C'est vraiment d'investir et de ramener des personnes. Je dirais qu'on a une feuille de route modeste. C'est développer la batellerie et de l'aider la flotte à se moderniser, quoi. C'est ça notre feuille de route. Et aussi, par rapport aux énergies nouvelles, de pouvoir un peu tout ce qui est autour de la logistique de ces énergies nouvelles, de pouvoir mettre des avitaillements qui vont bien dans les ports pour pouvoir approvisionner en fonction de ces nouvelles énergies que sont l'hydrogène, le gaz, voilà. Merci. D'autres choses pour Non. 2021, Bruno ? Non. Donc on a maintenant la plaisance. Non, il n'y a pas. Du coup, on fait pas Norling Plaisance. On poursuit. Ok. Donc on va poursuivre avec Norling Fédération du coup pour clôturer ces bilans d'activité, et ce sera une conclusion Norling Fédération avec vous, Philippe. Alors dites-nous, les actions 2020-2021, après ces bilans des différents Norling thématiques, un rapide point sur l'année écoulée. Déjà, l'année écoulée, il faut quand même tirer son chapeau aux gens qui sont sur l'opérationnel quotidiennement. Et je voudrais remercier Fabien Becquelin, qui est le directeur de Norling, Benoît Breu qui est ici, les deux jeunes femmes qui sont là, mais c'est une équipe légère, très légère, et pourtant Norling fait beaucoup de bruit, a une vraie crédibilité. Nous participons à l'axe portuaire, n'est-ce pas, Monsieur Valère ? Nous avons été en pointe avec le préfet et le président de région sur le Brexit. Nous préparons les dossiers, nous préparons les études, et Bruno Fontaine, lors de la dernière réunion, a fait un exposé très remarqué sur les études de flux. Bref, le travail a été très important et tout le monde en atteste, et avec une équipe très légère, ce qui prouve bien que quand il y a la motivation, il y a vraiment la possibilité d'avancer. Norling Fédération, eh bien, ça a été un peu la synthèse de tout ce qui vient d'être dit, avec la volonté, bien sûr, d'être en pointe sur les grands enjeux, c'est-à-dire le Covid, le Brexit, les grands enjeux d'une crise qui existe, et puis aussi l'élargissement. L'élargissement parce que au départ c'était surtout les ports et le fluvial.
La plaisance est arrivée, le ferroviaire est arrivé. Il faut continuer sur la fédération, il faut continuer sur la logistique. Et nous sommes beaucoup aidés par Euralogistique qui travaille de plus en plus avec nous et parce qu'il faut créer Norlink Supply Chain. Il faut travailler évidemment avec les chargeurs, ça a été évoqué par Michel tout à l'heure, mais il faut vraiment travailler avec les chargeurs. Il faut avoir aussi Norlink, il faut à la fois être visionnaire et pragmatique. Le pragmatique, on a montré tous les jours qu'on savait le faire. Et le visionnaire, c'est aussi Rêve 3. C'est la transition énergétique, c'est la transition numérique. Je me souviens, il y a 1 an, nous avions présenté nos travaux sur le CCS, le Cargo Community System. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Parce que la douane, grâce à la crise du Brexit, on peut dire, pour une fois, grâce à... la douane nous a amené des logiciels absolument extraordinaires, a fait des développements remarquables sur la traçabilité des marchandises. Et le CCS, où on a d'ailleurs une subvention importante de l'État et du Conseil régional, le CCS aujourd'hui est d'ores et déjà plus ou moins dépassé. Il renaîtra de ses cendres, mais il est plus ou moins dépassé. Donc, une année très lourde, une année où tout le monde s'est beaucoup engagé, comme je le disais tout à l'heure, dans un but unique, c'est faire progresser l'ensemble d'une stratégie portuaire et de flux pour notre région et pour nos entreprises. C'est vraiment l'année de la structuration, de la construction de cette fédération. Et vous l'avez dit, 4 membres, mais ouverts à d'autres entités. Vous avez cité Euralogistique, il y a le Club des chargeurs, vous l'avez dit aussi. Il y a le Conseil de coopération interportuaire, il y a le comité directeur Brexit aussi, Norlink en fait partie, sous la présidence de Michel Lalande, le préfet de région. Norlink, pour vous, s'impose finalement comme ce partenaire essentiel dans l'ensemble des composantes de ces sujets portuaires et logistiques aujourd'hui. Oui, nous imposons, mais il faut rester vigilant. Et il faut continuer à s'imposer. Il faut suivre le rythme. Tout va très très vite. Il ne faut pas louper, entre guillemets, un élément important comme la transition énergétique ou les flux, l'étude des flux très importante que sont en train de mener Michel et Bruno. Et il ne faut pas se louper et il faut continuer à être très performant et au service. Pourquoi avons-nous cette crédibilité ? Parce que nous sommes au service. Pourquoi avons-nous la possibilité de parler avec l'État ? C'est parce que nous sommes comme eux au service. Et j'insiste, et puis cette crise qui arrive du Brexit, avec ce qu'elle représente, ce n'est pas forcément que du négatif, ce n'est pas forcément le chaos annoncé, mais c'est quand même un enjeu majeur, et cet enjeu majeur, il faut que nous restions en pointe. 2021, alors les grandes orientations, c'est continuer de valoriser le travail qu'on fait sur la stratégie portuaire et logistique. Oui, c'est continuer. Important, il y a le canal Seine-Nord. Et tout à fait, et puis avoir de plus en plus de compétences. Et centraliser toutes ces compétences pour pouvoir faire avancer les entreprises. Et puis pouvoir aussi peut-être avoir un pôle maintenant formation. Bruno évoquait tout à l'heure la formation des mariniers, mais il y a d'autres formations, c'est à la logistique, formation à même la transition énergétique dans la logistique. Tout cela, il faut vraiment travailler dessus, on s'y applique et on présentera l'année prochaine dans 1 an, puisque je me souviens, monsieur le préfet de région nous avait challengé, il avait dit toutes les années, vous ferez un topo sur l'ensemble de ce que vous avez réalisé dans l'année. On refera le même topo fin 2021 et nous aurons avancé parce que nous sommes vraiment sur une lancée. On espère pouvoir le faire en présentiel. Ce sera quand même plus convivial de tous vous retrouver. Et vous, autres grandes orientations pour la Fédération Norlink, la construction, on le disait tout à l'heure, d'outils d'attractivité portuaire et logistique, et ça passe notamment par des outils numériques. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, messieurs, pour... Xavier Yves, un mot pour l'État, après avoir entendu ces différents rapports d'activité. Écoutez, moi je me félicite de la dynamique de Norlink. Je crois qu'elle est importante pour 2021. Avec les études, on voit les enjeux et c'est vrai qu'il faut être dans le rythme si on veut bien servir son territoire, si on veut bien servir l'activité économique. Il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas se rater. Donc on a une échéance de contrat de plan État-région et l'État et la région auront besoin de cette clairvoyance des acteurs économiques pour faire les bons choix. Donc c'est vrai que sur le transport combiné, sur le foncier logistique, il y a plein de défis sur lesquels on a besoin de votre éclairage, on a besoin de vos travaux pour pouvoir agir collectivement de la manière la plus efficace.
Et vous êtes bien partis. Non, ça va ? Parfait. Bah, écoutez, messieurs, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, non ? Non. Bah, écoutez, on va se donner rendez-vous tout à l'heure à 13h. Merci à tous et toutes pour votre attention ce matin. Rendez-vous à 13h pour une table ronde dédiée. On en a parlé au sujet majeur de cette fin d'année, particulièrement pour les acteurs de transport et de logistique, c'est le Brexit. Philippe Bourdin, vous serez avec Paul-François Chira, monsieur le sous-préfet en charge du Brexit, Jean-Michel Tillier, le directeur régional des douanes. Et il y aura également à vos côtés Olivier Thouard, président de la commission Brexit de TLF. Merci à tous et à tout à l'heure. Merci.